La raison numéro 4, c'est j'ai parlé d'agriculture, il faut que je parle aussi de l'industrie. Il faut sauver l'industrie française et nos emplois. Je rappelle que le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il y a ce fameux article 63, enfin fameux. C'est moi, je pense que je vais finir par le rendre fameux, parce que comme j'en parle à toutes mes conférences, maintenant, ça commence à faire son petit bonhomme de chemin. Cet article 63 est tout à fait décisif. Cet article 63 dit que dans le cas des dispositions du présent chapitre, donc tout ce qui concerne les mouvements de capitaux et de paiement, toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Alors ça nécessite d'y arrêter un instant, parce que évidemment, je sais bien que lire des traités, lire du droit, ça n'est pas facile. C'est fait justement pour que le grand public n'y comprenne pas grand-chose. Mais ça n'est pas si compliqué à comprendre. Regardez avec moi. Toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Restriction au mouvement de capitaux, ça veut dire que si vous avez une entreprise, vous êtes un particulier, vous possédez 1 milliard d'euros, vous voulez construire une usine de fabrication de voitures, vous êtes Peugeot, vous voulez construire une usine de fabrication de voitures en Chine ou en Slovaquie, vous êtes Le Jabi, vous voulez construire, vous voulez déplacer vos ateliers de confection de sous-vêtements féminins au Maroc, eh bien, vous ne pouvez pas en être empêché. C'est ça que ça veut dire. Les restrictions sont interdites. Ils peuvent sortir leur argent pour aller construire les usines. Et non seulement entre les États membres de l'Union européenne, mais aussi entre les États membres et les pays tiers. Vous voyez dans cette formule les pays tiers toute l'arnaque des européistes qui vous disent on va faire une Europe puissance. Si on avait voulu faire une Europe puissance, on n'aurait jamais mis les pays tiers. On aurait dit on va faire entre nous une Europe puissance. On va se délocaliser entre les pays d'Europe. On va maintenir notre savoir-faire. Mais pas du tout, on a mis les pays tiers. Ça veut dire qu'en effet, Peugeot va pouvoir aller investir en Chine. En effet, telle entreprise informatique va pouvoir aller investir à Bangalore, dans le Karnataka, en Inde du Sud. En effet, le Jabi va pouvoir aller investir au Maroc. Et donc, à chaque fois, ça va faire des usines que l'on va fermer en France. C'est ça que ça veut dire. Et je me permets d'insister auprès de vous sur quelque chose dont je découvre que mes compatriotes, finalement, ne le savent pas. C'est d'ailleurs normal qu'ils ne le savent pas, puisque personne ne leur a jamais dit. Comment ça se fait qu'on parle de délocalisation maintenant ? Pourquoi on n'en parlait pas en 1972 ? Pourquoi on n'en parlait pas, même du temps de Mitterrand, du début en 82, on n'en parlait pas? Alors il s'est passé quoi? Eh bien ce qui s'est passé, c'est ça. Ça, c'est directement le traité de Maastricht. C'est ça qui s'est passé. Je me permets de souligner ce point. Lorsque, par exemple, mettons en 1975, une entreprise française, imaginons que ça lui ait traversé l'esprit, ça n'était pas la mode de l'époque, mais ça lui ait traversé l'esprit de dire je vais construire une usine à l'autre bout du monde à des tarifs très, très faibles. Elle n'en avait pas le droit. Elle devait aller demander une autorisation. C'est ce que l'on appelait le contrôle des mouvements de capitaux. Et donc, le président de Peugeot, Peugeot Citroën, ou de Renault, ou de n'importe quoi, ou de Latécoère, ou de Alstom, ou de je ne sais pas quoi, eh bien, devait prendre sa canne et son chapeau. D'ailleurs, il n'avait en général ni l'un avec simplement un costard-cravate, puis son attaché-caisse. Il devait aller prendre rendez-vous au ministère des Finances et voir la direction du Trésor, et puis voir ensuite éventuellement le cabinet du ministre, en disant j'ai un projet d'investissement pour créer une usine, je ne sais pas, au Bangladesh, ou bien au Pakistan, au Vietnam, en Chine, en Inde, en Tunisie. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord? Et à ce moment-là, c'était le ministère des Finances qui, dans sa grande sagesse, disait oui ou non. Alors oui, ça n'était pas toujours non. Par exemple, Peugeot s'est installé en Iran. Pourquoi les pouvoirs publics avaient donné l'autorisation à Peugeot de s'installer en Iran? Parce que l'Iran était un marché prometteur, en pleine croissance, et puis parce qu'il s'agissait de fabriquer pour le marché local et qu'il n'y aurait pas de réexportation vers la France. C'était tout bénéfice. Donc ça a été oui. Mais maintenant, ça n'est plus possible. Dans d'autres cas, c'était non. Maintenant, ça n'est plus possible parce qu'il y a non seulement l'article 63, mais il y a l'article également dans cet article 63. Il est précisé d'ailleurs que toutes les restrictions au paiement entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Ça veut dire
Vous ne pouvez pas non plus interdire les versements financiers dans un sens ou dans l'autre, notamment rapatrier les profits et les capitaux. Donc c'est un feu vert aux entreprises pour expatrier leurs usines dans des pays à très bas de coût de salaire. Mais il y a également l'article 32 qui dit que dans l'exercice de ces missions, il y a la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers afin d'accroître la force compétitive des entreprises et de favoriser une expansion de la consommation dans l'Union. Ça veut dire qu'en matière industrielle, c'est comme l'agriculture. En matière industrielle, on aurait pu avoir des traités qui auraient dit la priorité des priorités, c'est de maintenir l'emploi industriel en zone Europe, c'est de maintenir le savoir-faire industriel, de conserver nos emplois, de favoriser la modernisation de nos outils industriels. On aurait pu avoir ça. Là, on aurait pu dire légitimement c'est une Europe puissance. Mais ça n'a pas été fait. Et ça n'a pas été fait pour les raisons que j'ai dites en préambule. C'est que pour que ça aurait pu être fait si tout le monde avait été d'accord. Mais les Anglais n'étaient pas d'accord, les ultralibéraux n'étaient pas d'accord, le Luxembourg, qui n'a pas d'industrie et qui est le pays du grand capital, si l'on peut dire, n'était pas d'accord. C'est pour ça qu'on n'a pas pu avoir ça et qu'on ne pourra jamais avoir ça. Je vous l'ai dit, 1,2 secondes par trillion d'années, la probabilité. C'est justement parce que nous sommes liés à des pays qui n'ont pas ces intérêts-là, puisqu'ils n'ont pas d'industrie, mais que leur intérêt, c'est de maximiser le profit des détenteurs de capitaux, que nous sommes dans cette situation. Et vous voyez bien que là, ce que l'on promeut, c'est de promouvoir les échanges commerciaux. Mais quand on va fabriquer des soutiens-gorge, excusez-moi, mais c'est un cas réel, c'est le cas Le Jabi, des sous-vêtements féminins au Maroc, et qu'on les rapatrie en France, eh bien, on promeut les échanges commerciaux avec les pays tiers. Ça, c'est incontestable. Avant, on n'achetait pas de soutien-gorge au Maroc, maintenant, on en achète. Avant, on n'achetait pas de voitures en Roumanie, maintenant, on en achète. Avant, on n'achetait pas de chaussures fabriquées au Bangladesh, maintenant, on en achète. Donc, on favorise. C'est le point A. Deuxièmement, on accroît la force compétitive des entreprises. Ben oui, en effet, puisque les entreprises, maintenant, peuvent faire travailler à très très bas coût de salaire des Indiens, des Bangladeshis, parfois des enfants, il faut tenir compte des conditions des conditions sociales sur place, plutôt que des salariés des Vosges ou du Nord, par exemple, en matière textile. Je pense à ça parce que je pense aux questions textiles. Bon. Donc là, on favorise la force des compétitifs des entreprises. Enfin, une expansion de la consommation dans l'Union, ben oui. On propose aux populations dans l'Union européenne des produits, parfois à très bas coût. Je pense par exemple à cette entreprise de textile, de vêtements que vous connaissez tous, enfin en particulier les dames, qui s'appelle Zara. Zara qui a été créée par un Espagnol il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, et qui maintenant devient une des plus grandes entreprises mondiales de textile, et qui, ce monsieur, le fondateur de Zara, est en passe de devenir l'une des 5 plus grandes fortunes mondiales. Alors d'où vient cette fortune et d'où vient la fortune de l'entreprise Zara ? Eh bien, tout simplement parce que cette entreprise fabrique des vêtements, notamment pour femmes, qui sont des vêtements à la mode. Ils ont des chaînes, des flux tendus. Ils n'ont pas de collection. Ça change constamment. Il faut acheter, dès qu'il y a une jolie robe qui passe, il faut l'acheter parce qu'on ne la retrouvera pas 3 semaines après. Ce sont des allotements qui sont fabriqués au Bangladesh, en Inde, à des prix inimaginables. Il y a d'ailleurs des mouvements, des manifestations. Il y a des gens qui font la grève de la faim. Il y a eu un incendie au Pakistan dans une usine qui a fait des morts. Tout ça, évidemment, a été caché aux Français, aux Espagnols, aux Japonais, parce que le Zara est partout. Donc, le consommateur est bien content d'acheter chez Zara, effectivement, une petite robe ou un petit t-shirt à un prix assez sympa. Ça, c'est le consommateur, il est content. Le problème, c'est qu'il n'est plus salarié, parce qu'il a perdu son emploi. Donc ces phénomènes dits de mondialisation ont introduit une espèce de schizophrénie chez les peuples, c'est-à-dire que le côté consommateur est content d'acheter chez Zara un truc à bon marché, mais il n'a plus d'argent pour l'acheter, en gros. Parce qu'il n'y a plus de moins en moins d'emplois, et que l'ensemble de la société est en train de verser dans l'appauvrissement généralisé, avec son cortège d'augmentation continuelle de violence, de lutte contre la violence, donc de surveillance de la société, donc de plus de violence. Voilà le schéma dans lequel on est lancé, tout ça parce que pour permettre à des consommateurs de s'acheter une petite robe ou un petit t-shirt à prix sympa, mais vous voyez à quel prix ? Au prix de Bangladeshis ou d'Indiens de 15 ans ou 18 ans qui sont payés avec des lance-pierres,
au prix de l'appauvrissement généralisé de régions entières, de la destruction de l'industrie et au prix, bien entendu, d'une augmentation phénoménale de la fortune de quelques-uns, c'est-à-dire le propriétaire de Zara et puis les actionnaires.